Alors justement, Didier François, grand reporter à Europe 1, une attaque aux motivations assez floue, une revendication immédiate de l'État islamique. C'est quand même troublant, non ? Oui, c'est troublant, mais enfin en même temps, honnêtement, je pense que Guillaume a raison. Il faut vraiment attendre les éléments d'enquête. On a déjà 2 éléments récents qui sont exactement de même nature et ça correspond. Enfin, les revendications opportunistes se sont multipliées de la part de l'État islamique à partir du moment où ils ont reculé sur le plan militaire. Un exemple que tout le monde a en tête, c'était la fusillade de Las Vegas. Rappelez-vous, c'était en octobre dernier. Cet homme qui s'est retranché dans un hôtel et qui a tiré dans la foule. On est quand même à 59 tués et 127 blessés. L'État islamique revendique immédiatement cette action. Ils donnent sur les canaux habituels, et ils donnent même des détails. Ils disent voilà, il s'appellerait Abou Bakr al-Ameriki, etc. Le FBI se penche et a travaillé énormément sur l'affaire. Ils n'ont absolument rien trouvé. Ils ont la certitude que ça n'a rien à voir. Deuxième affaire, l'attentat de Dortmund. Là, c'était en avril 2017. Donc pareil, avril de cette année. Vous vous rappelez, il y a un bus qui explose. Enfin, il y a un attentat à la bombe contre un bus du club de foot. Et immédiatement, pareil, revendication. On pense à l'État islamique. Ils arrêtent même un jeune Irakien de 26 ans qui avait lui eu des liens avec l'État islamique en 2014 et qui était là en Allemagne. Puis finalement, il découvre qu'il s'agissait d'une simple escroquerie, que c'était un jeune russe, germano-russe, qui avait essayé, qui avait acheté des actions du club et qui avait mis une bombe pour faire tomber le prix des actions et gagner. On était très loin de Daesh. Donc voilà, donc attention. Alors le problème, c'est que maintenant tous les dingos de la terre peuvent, par ailleurs, voilà, le fait d'avoir des problèmes psychiatriques n'empêche pas d'être islamiste ou l'inverse. Donc ça va voir ça peut être concomitant. Donc et malheureusement pour les victimes, honnêtement, ça change pas grand chose. Agnès Levallois, vous imaginez mal vous aussi que quelques heures après l'appel lancé par Abou Bakr al-Baghdadi, il y a quelqu'un qui ait suivi cet appel, quoi. Oui, bien sûr, c'est une revendication, comme il vient d'être dit, complètement opportuniste. Il y en a déjà eu plusieurs par le passé et on voit bien que ce groupe aujourd'hui, qui est en perte de vitesse sur le terrain, sur son terrain de prédilection au Moyen-Orient, effectivement a besoin de montrer qu'il existe encore. Et donc ça peut être l'objet de revendications comme ça. Et c'est comme ça que vous analysez également le retour du chef de l'État islamique dans ce message vidéo publié la semaine dernière. Qu'est-ce que vous y voyez ? On le pensait mort, selon certaines sources. Oui. Les Russes l'avaient annoncé mort. Mais bon, alors après, ça avait été démenti par les Américains, donc il y a toujours eu des polémiques. C'est important pour lui, effectivement, de montrer qu'il existe encore, que le groupe dont on a dit qu'il avait été complètement, qu'il n'existait plus en Irak et en Syrie avait été éradiqué. Et donc, il le montre que ce groupe existe toujours et qu'il essaye, en prenant la parole, de dire à ses fidèles qui sont encore là qu'il faut continuer le combat et qu'ils ne se laissent pas décourager justement par les pertes territoriales qui ont été quand même massives en raison des forces de la coalition qui se sont déployées sur le terrain. Et donc pour Baghdadi aujourd'hui, il faut dire à ses fidèles, ceux qui sont encore en place, qu'il faut continuer le combat et qu'il est donc maintenant pas du tout dans la logique, si vous voulez, de dire que tout ça n'existe plus et a disparu. Et d'ailleurs, c'est très important parce que quand il y a eu toutes ces victoires sur le terrain, disant que ce groupe n'existait plus, un certain nombre d'analystes disaient attention, parce qu'il y a encore un certain nombre de combattants qui sont là, qui se sont repliés, qui se sont fait oublier pendant un certain temps pour se réorganiser et pour pouvoir continuer à reprendre éventuellement ce combat. Et Baghdadi est là pour les encourager dans cette voie-là. Pour résumer un petit peu ce que vous venez de dire, c'est le petit nombre de fanatiques n'exclut pas le danger, quoi. Bien sûr, ils ont encore une capacité de nuisance bien moindre au moment de l'apogée de cette organisation État islamique, bien évidemment, mais qu'il y a un certain nombre de combattants qui sont toujours là et qui entendent en découdre encore, que ce soit en Irak et en Syrie, ou que ce soit sur le terrain extérieur, comme la revendication de ce matin, même si ça n'a aucun sens avec la réalité des éléments que l'on a de l'enquête pour l'instant. Didier François, cette capacité de nuisance, elle existe, et pourtant, vous nous disiez également ce midi sur Europe 1 que Daesh est écrasé en Syrie. Oui, alors là, en ce moment, ils prennent cher. Honnêtement, d'ailleurs, c'est intéressant de voir la déclaration. Elle tombe vraiment à un moment extrêmement difficile pour le groupe. Comme par hasard, d'ailleurs, il y a un an exactement, il y a presque un an, c'était le 28 septembre dernier, la dernière fois que Baghdadi avait parlé, c'était juste après la chute de Mossoul, qui était normalement la capitale de son califat autoproclamé. Et donc, il fallait là aussi qu'il remonte le moral de ses troupes qui avaient quand même été sérieusement étrillées. Et là, depuis le début du mois d'août, les petits groupes qui avaient réussi à se regrouper dans des postes, dans des
des petites poches en Syrie, au nord de la Syrie, au sud de la Syrie et même en Afghanistan, sont en train de prendre une raclée absolument monumentale. Dans le nord, là, depuis le 4 août, dans le nord de la Syrie, ils ont perdu les 2 derniers champs de pétrole qu'ils avaient face à une offensive des Kurdes soutenus par les forces spéciales occidentales, et qui là sont d'ailleurs en train de réduire la petite poche d'Adjin qui est sur la frontière irakienne, où était récemment Baghdadi de manière quasi certaine. Donc là, ils sont en train de perdre vraiment les tout derniers territoires qu'il y avait. Le régime de Bachar a nettoyé le Golan syrien et là vient d'encercler leur dernier réduit dans le massif d'As-Safa, là, qui est une espèce de montagne au milieu du désert, ce qui va forcer vraiment leur dernière petite cellule à essayer de partir, une en Jordanie, une en Israël, où ils viennent de perdre, où ils viennent de tomber dans des embuscades. Ouais. Et en Afghanistan, ils ont perdu 150 combattants dans une véritable guerre contre les talibans. Ils ont eu 130 prisonniers, à tel point qu'il y a 150 de leurs combattants qui ont préféré se rendre à la coalition et aux forces afghanes plutôt que tomber entre les mains des talibans. Donc ils sont vraiment en train de prendre une raclée. Alors c'est certes beaucoup moins impressionnant que ce qui s'est passé avec la chute de Mossoul et de Raqqa, mais les forces occidentales et les autres d'ailleurs sont vraiment en train de les marquer à la culotte et sont en train de leur prendre leur dernier bastion. Et donc ils ont très mal. Il faut que Baghdadi obtienne quelque chose. Alors il y a certainement peut-être des gens qui vont réagir. Il a encore des capacités de nuisance à l'extérieur en termes terrorisme. Mais là aussi, le fait d'avoir perdu ses bases arrières et toutes ses bases arrières les mettent quand même dans une situation très difficile. Ils peuvent plus faire le Bataclan, ils peuvent plus faire des opérations coordonnées lourdes. Et le seul espoir qu'ils ont, c'est effectivement qu'un illuminé ou deux prenne au pied de la lettre les appels au meurtre qu'il vient de lancer et passe à l'acte. Voilà, mais avec des moyens dérisoires. Agnès Levallois, Bachar el-Assad, il a gagné son pari. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il a gagné son pari. C'est vrai qu'il a récupéré un contrôle du territoire, même s'il est loin de contrôler l'ensemble de son territoire encore aujourd'hui. Il y a des zones qui lui échappent complètement et que sans l'aide des Russes, il ne contrôle pratiquement rien. Donc, est-ce qu'on peut parler en ces termes de victoire ? Je n'en suis pas sûre, puisque de sa victoire, il ne la doit qu'à l'appui massif de forces étrangères, que ce soit les Russes, bien évidemment, mais aussi les Iraniens. N'oublions pas que ceux-ci sont encore très présents sur le terrain et que même si effectivement aujourd'hui les forces de la coalition ont réussi à mettre en très grande difficulté, pour ne pas dire pratiquement éliminer le groupe Organisation État islamique, celui-ci, je maintiens à dire qu'il continue quand même à exister, il y a encore des poches qui existent et que comme aucune des questions politiques qui ont permis l'émergence de ce groupe n'ont été réglées, on ne peut pas exclure que ça permette une espèce de renouveau de ces combattants sous une forme ou sous une autre. Justement, c'est la question que j'allais vous poser. Est-ce que d'une certaine façon, pardonnez-moi, c'est la question du profane, est-ce qu'il peut reconstituer des troupes al-Baghdadi ? Il ne pourra pas reconstituer à l'image de ce qu'il a fait il y a quelques années lorsqu'il a eu la prise de Mossoul. Je crois qu'on est dans une autre étape. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des combattants encore ou des gens qui ne sont pas encore combattants. Quand on voit la situation en Irak aujourd'hui, par exemple, on parle de la Syrie, mais c'est l'Irak aussi qui est à l'origine de cette organisation. Évidemment. Lorsqu'on voit que les élections législatives se sont passées il y a 3 mois, que le gouvernement n'a toujours pas réussi à se mettre en place, du coup, c'est un pays, l'Irak, qui est encore complètement livré à lui-même de cette manière, avec un État central qui n'arrive pas à reprendre le contrôle, qui n'arrive pas à donner à sa population l'accès aux services minimums que tout État est censé accorder à sa population, et que cet état de délabrement, d'absence de l'État à pouvoir assumer ses fonctions régaliennes ne peut que pousser certains des Irakiens aujourd'hui à se dire mais il faut qu'on fasse quelque chose, on ne peut pas rester en déshérence en permanence. Donc je crois qu'il est très important aujourd'hui, que ce soit en Irak et en Syrie, de bien se dire que l'absence de l'État ou cette faiblesse énorme de l'État, que ce soit l'État syrien ou l'État irakien, permet le renouveau d'une façon ou d'une autre de forces qui peuvent continuer à exercer une capacité de nuisance. Maintient une menace constante. Il me semble que oui, il y a une menace constante, même si elle est beaucoup moins importante, parce que la coalition a fait le job, si je puis dire. Mais ça ne veut pas dire que les raisons pour lesquelles tout ça s'est passé n'existent plus. Les raisons sont toujours là. Donc je crois qu'il faut vraiment ne pas perdre de vue ce point qui est essentiel. Oui, on a bien compris. Merci pour cette explication très claire, Agnès Levallois. Didier ? Oui, non.
non, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que je pense que l'État islamique tel qu'on l'a connu, en tout cas son projet qui était un projet d'avoir une force territoriale qui pesait sur la région, il est détruit. Alors après, effectivement, ce que dit Agnès à juste titre, c'est que le problème qui est le problème de la représentation politique des sunnites dans la région, que ce soit en Syrie ou en Irak, continue d'être posé. Alors après, d'autres groupes existent et puis d'autres stratégies et d'autres tactiques existent. Al-Qaïda continue d'exister, ils peuvent passer à la clandestinité, faire des choses. Et surtout, effectivement, ce problème de savoir quelle va être la représentation des sunnites pour éviter qu'une révolte sunnite soit redonne un peu d'air à l'État islamique, de vigueur, soit reprenne une autre forme, est un problème qui est un problème lourd, mais sur lequel honnêtement on n'a pas grand chose, on n'a pas grand moyen de peser, ce qui fait que c'est la raison d'ailleurs pour laquelle on est pour l'instant resté, on s'est cantonné dans des réponses militaires. Pour en revenir à notre question de départ sur ce message d'Abou Bakr al-Baghdadi sur donc ce nouvel appel au djihad, le risque demeure aussi que en Occident, en Afrique, en Asie, des fanatiques, même s'ils sont isolés, entendent le message, Agnès Levallois. Et c'est vraiment ça la question aujourd'hui. Je pense que c'est bien pour ça que Baghdadi a repris la parole après pratiquement un an d'absence avec toutes les spéculations sur son existence ou non, pour dire nous sommes encore là, nous sommes toujours une force de nuisance et donc toute personne qui entend ce message peut le reprendre à son compte pour mener des opérations, même si on sait très bien que beaucoup d'opérations qui ont été menées à l'extérieur du territoire l'ont été faites sans aucun lien avec Daesh. On le sait très bien, ça a été démontré par les enquêtes ou autres, mais ça ne veut pas dire pour autant que effectivement un individu, qu'il soit en Asie, qu'il soit en Afrique ou qu'il soit en Europe, se dise tiens, j'ai des comptes à rendre, et ben je le fais au nom de Daesh en criant Allahu Akbar, et à partir du moment où je déclare, je mène une action en prononçant cette phrase, il est tout de suite sûr que toutes les télévisions du monde vont se braquer, et donc ça va lui donner une audience absolument extraordinaire dont il ne veut pas se priver. Donc c'est aussi à réfléchir sur la façon qu'on a de traiter toutes ces questions, parce qu'on donne une audience aussi absolument considérable à ceux qui s'emparent de cette revendication, en sachant que du coup, on parlera d'eux. Didier François, les États-Unis offrent 25 millions de dollars, je crois, pour la capture du chef de l'État islamique. Est-ce que ça peut servir à quelque chose? C'est un peu la tradition. Oui, voilà, c'est un peu la tradition Most Wanted. Le Wanted américain. Je ne me rappelle plus combien ils donnaient pour Ben Laden. C'est aussi absolument monumental. Non, ma question en fait derrière, c'est si un jour effectivement Abou Bakr al-Baghdadi est, comment dirais-je, neutralisé, supprimé, est-ce que ça changera quelque chose? Ou alors les données du problème que l'on vient d'exposer maintiendront la situation? Non, ça changera certainement quelque chose, parce que c'est quand même quelqu'un d'extrêmement charismatique et qui est issu aussi d'une évolution de l'organisation. C'est une décision d'Al-Qaïda, des Zarqawi, etc. Donc non, il pèse, honnêtement. Donc son élimination comme l'élimination de tous ces chefs qui ont des vrais enjeux opérationnels, ça compte, ça les affaiblit. Le fait qu'on ait réussi à liquider des gens comme Adnani, qui était le patron des opérations extérieures, etc. Oui, ça joue. Ouais. Alors après, effectivement, c'est ce que disait Agnès Levallois tout à l'heure. Une fois qu'on aura vraiment fait le ménage, le vrai problème, c'est que si derrière les revendications d'un certain nombre de groupes locaux ou d'ethnies ou continuent d'exister, ça prendra d'autres formes. Je crois que la grande difficulté, c'est qu'on ne peut pas éliminer tout le monde. Et donc, à partir de là, je veux dire, c'est vrai que même si Baghdadi un jour est pris comme Ben Laden a été pris, ça n'est pas pour autant que plus rien n'existe et qu'il n'y a plus aucun risque. Voilà, on ne peut pas éliminer tous les combattants de Daesh qui sont entre la Syrie et l'Irak, ceux qui sont même à l'extérieur. Donc des moyens peuvent être mis en œuvre, mais c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le retour à la question politique, parce que sinon on n'en sortira jamais, et c'est un cercle vicieux, ça change de nom, on change de personnes qui se retrouvent à la tête de ces mouvances, de ces groupes-là, mais la question de fond est toujours présente. Un dernier mot, Didier François, il nous reste moins d'une minute. Oui, alors attention quand même, parce que on ne peut pas non plus laisser traîner. Enfin, moi je pense pas que les gars qui sont déjà rentrés à Daesh vont revenir dans le jeu politique. Donc il faut vraiment. Donc de toute façon là, il va falloir régler ce problème. En revanche, effectivement, c'est d'éviter qu'il y en ait d'autres. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils comprennent que il faut des recrutements, tout simplement. Oui, puis il faut que les sunnites comprennent aussi qu'à un moment donné, ils ont le droit d'avoir toutes les revendications qu'ils veulent, mais pas de poser des bombes chez nous, voilà. Et que s'ils veulent se mettre dans un cadre de revendication politique, ils le sont dans un cadre de revendication politique. Ils se présentent à des élections, ils font ce qu'ils veulent. D'ailleurs, personne ne les embêtera. Mais que s'ils commencent à poser des bombes, ils se prendront eux aussi des bombes sur la figure. Enfin voilà, il y a un moment où il faut aussi être clair. D'accord. Merci infiniment Didier François pour ces explications. Merci infiniment Madame Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient et professeur à Sciences Po. Pardon, je vais y arriver. Merci d'avoir été dans le studio d'Europe 1. Dans un instant, on va retrouver Arthur Mbaché, notre correspondant dans l'Est de la France, qui nous emmène à la rencontre d'un marathonien non-voyant.